Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, mettez-vous d'accord, mardi 29 novembre et aujourd'hui on va essayer de se mettre d'accord avec Rafik Smati, bonjour. Bonjour Valérie Chef Expert. d'entreprise, président du mouvement Objectif France, Éric Revel, journaliste, éditorialiste sur Sud Radio, tous les matins, tout compte fait à 7h20 dans le Grand Matin Sud Radio. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, et Brigitte Custer. Bonjour Brigitte, ravie de vous accueillir également. Ancienne députée, ancienne maire du 17e arrondissement de Paris. Vous êtes conseillère LR à Paris. Alors on l'a appris ce matin, la retraite à 65 ans devrait être présentée par le gouvernement, par Elisabeth Borne d'ici 15 jours. On va revenir sur la démission de Caroline Cayeux, qui était ministre, je vous le rappelle. Peut-être que certains ont découvert son nom à l'occasion de sa démission. Les trottoirs aux piétons, bon, beaucoup de sujets avec vous. Et puis vos coups de cœur, vos coups de gueule. Peut-être qu'on pourrait commencer avec vous, Jean-Luc Benamias, puisque hier c'était le coup de cœur de notre amie Geneviève Gotzinger. Je lui ai dit que pour moi c'était plutôt un coup de gueule et pour vous aussi c'est un coup de gueule. Là même, je n'ai pas écouté hier, vous m'excusez. Hein. Non, mais je vois bien à peu près de quoi on a parlé. C'est cette histoire de RER. Moi, c'est une très très bonne idée d'Emmanuel Macron de lancer du jour au lendemain la construction de 10 RER dans les grandes villes de France. Par exemple pour Marseille, entre Aix et Marseille. Mais enfin, il n'y a aucun financement derrière tout ça. On sait que pour construire un RER, on le voit sur le Grand Paris, il faut à peu près 10, 15, une bonne quinzaine d'années. Tout ça sans aucun mode de financement, sans aucune explication supplémentaire. On a tiré ça du chapeau, puis voilà. Globalement, je ne risque pas beaucoup de me tromper. Je pense que dans 3 ou 4 ans, on continuera à en discuter en se disant c'est une très 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 bonne idée. Hein. Il faut le faire, mais qu'on n'aura rien démarré. Donc pourquoi il fait ça, le président de la République ? Parce que ça l'occupe sur YouTube. C'est assez étonnant d'ailleurs la façon dont il a annoncé ça. Il y a des conférences de presse, il en fait très peu, c'est vrai. Mais il y a des conférences de presse, il y a des moments où on parle transport et ainsi de suite. J'irai la même chose, mais je vais être court sur exactement ce que le fait le gouvernement sur maintenant les trains de nuit. Après avoir supprimé les trains de nuit pendant le premier mandat, maintenant, on se glorifie de les remettre. C'est une très bonne idée, les trains de nuit, au niveau français, au niveau européen. Mais il ne faut pas les supprimer pour les remettre. Et je dirais la même chose pour le transport des marchandises. On avait supprimé la ligne entre Perpignan et Rungis. Et puis, avant la fin du dernier mandat, on la remet en place. Bon, tout ça ne tient pas tellement la route, même si le ferroviaire, qu'il soit pour le public ou pour les marchandises, est absolument indispensable. Éric, alors on a un problème de micro qui n'est pas allumé, mais on va... Un mot sur le bilan ferroviaire d'Emmanuel Macron. On peut même aller plus loin. Alors on vous entend pas, on a un petit problème de micro. Alors déplacez-vous sur l'autre micro. Ça va mieux. Oui, là c'est mieux. Non, je disais un petit mot sur le bilan ferroviaire d'Emmanuel Macron. Vous vous souvenez que pendant le premier quinquennat, il fallait fermer toutes les petites lignes. Des petites lignes de train, absolument. Donc un RER, c'est par définition une petite ligne de train, enfin une petite ligne de RER. Donc la cohérence dans tout ça, il faut quand même aller la chercher. Et moi, je la vois pas trop. Maintenant, je vois un avantage à ce genre d'annonce, dont d'ailleurs le ministre Beaune des Transports visiblement n'était pas au courant parce qu'il a fait une émission ce week-end, il savait pas. C'est que pendant qu'on parle de ça, mais pas que ça n'occupe pas qu'Emmanuel Macron, ça nous occupe nous, les médias. Et donc on ne parle pas du reste. Vous voyez, on parle pas du reste. Donc en fait, il sature l'espace politique avec... s'il avait annoncé je vais rétablir les locomotives à la vapeur, on serait dit mais quelle idée, mais pourquoi ? Et donc on en aurait débattu. C'est ce qu'on fait là. Et donc ça occupe le terrain. Voilà. On tombe dans le piège. Rafik, sur cette annonce. Comme souvent, c'est la différence entre le fond et la forme. Sur le fond, évidemment que nos régions ont besoin de lignes RER. Jean-Luc Benamias parlait à juste titre de la métropole Aix-Marseille. Nous aurions besoin d'un RER. En revanche, ce ne sont pas des petits sujets. Ils méritent de la planification. Ils méritent d'être intégrés dans une vraie politique globale de la mobilité. Dans une politique non pas à 3 ans, mais à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, peut-être même à 30 ans. Et manifestement, c'est ce qu'il manque ici. Et je trouve dommage que
des vrais bons sujets tels que celui de la mobilité en région soient de ce fait finalement galvaudés et abîmés par une annonce probablement dont personne ne parlera dans quelques mois ou dans quelques années. Oui, ou on en parlera peut-être pour dire que c'était une très bonne idée. Comme l'Arlésienne. Voilà. Brigitte Cusser. Déjà, plusieurs régions avaient déjà commencé à travailler, même avec les départements. Ça a été d'ailleurs pointé du doigt sur quelques métropoles déjà qui étaient avancées avec à chaque fois un problème de financement. Et sur ce sujet qui devrait en effet être dans le cadre d'une politique globale des mobilités, c'est une annonce en effet qui occupe le débat médiatique. Mais je voudrais aussi rappeler, avec la fermeture des petites lignes, à l'époque, c'était les cars Macron. Rappelez-vous. Mais c'est vrai. Donc, maintenant, on revient en effet, et à juste titre, sur la notion de ferroviaire, sachant aussi que la différence entre un TER, les trains régionaux, et un RER, c'est surtout, et souvent ce qui est attendu, c'est plus aussi de circulation, et ces lignes, elles existent. Donc, suivant les régions, les dossiers sont plus ou moins avancés. Donc, sur le fond, on pourrait se dire c'est une bonne idée. Il faut aussi savoir qu'il y a un conseil d'orientation là des transports qui doit se prononcer prochainement. Donc, c'est peut-être aussi une avance médiatique du président avant d'autres annonces qui auraient pu être faites sur un plan global. Mais si on veut parler de politique d'écologie ou de développement durable, les mobilités par définition sont prioritaires et auraient dû être pointées dans un ensemble, justement, ne serait-ce qu'au moment des différentes réunions internationales sur ce que peut faire la France en matière de déplacement. Mais la situation, on le redit, à Paris est absolument catastrophique. Catastrophique, dans le métro, dans les bus, il y a saturation, il n'y a pas assez de chauffeurs. Enfin, c'est très compliqué. Eric, vous, c'est un coup de gueule, coup de cœur, c'est une constatation. Oui, une constatation. Tout ça, ça commence par un C d'ailleurs. Coup de cœur, constatation, coup de gueule. Il y a juste un G à gueule. Voilà. Oui, c'est pour Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous avez noté, mais le président de la République n'habite quasiment plus en France. Il est par monts et par vaux. Il était en Asie, il est en Égypte, il est aux États-Unis depuis. Il sera aux États-Unis ce soir, voilà, pour une visite d'État. D'ailleurs, ça sera la deuxième. C'est rarissime, parce que lui, il aura connu 2 présidents. Donc, visite d'État, c'est le plus haut stade protocolaire. Quand on est reçu en visite d'État aux États-Unis, c'est pas rien, alors que les dossiers avec les États-Unis sont considérables, économiques. Et ce qui m'étonne beaucoup, c'est que au moment où on a le sentiment que les dossiers compliqués s'accumulent en France, sociaux, économiques, politiques, le président de la République prend de la hauteur. Alors je dis pas que il s'exfiltre lui-même des soucis français, mais c'est quand même un peu la constatation et le résultat. C'est-à-dire qu'il enchaîne aussi les conférences pays. Il en a fait une sur la Moldavie, vous voyez. Il s'intéresse beaucoup à l'international. Et on a envie de dire, et nous les Français, vous voyez. Donc, j'ai le sentiment que le président de la République, il joue à plein son statut de président de la République, mais à un moment qui est plus que délicat, me semble-t-il. Alors, il y a des sommets qui sont incontournables, il y a des visites qui le sont plus, et c'est une vraie question. Il laisse à Elisabeth Borne, comme c'est souvent le cas dans la Ve République, de gérer le tout venant, qui est de plus en plus compliqué. Mais même l'argent, on l'avait évoqué avec vous la semaine dernière, l'argent qui est attribué à l'Ukraine, à la Tunisie, enfin ça peut interroger aussi les Français. Pourquoi, alors qu'on est surendetté, on va aider des pays à ce niveau-là? Alors c'est un vrai sujet parce qu'on en parle peu et c'est passé sous les radars. Mais la mise en garde du Fonds monétaire international en direction de la France, elle est rarissime. C'est rare qu'un pays du statut de la France, 5e, 6e, 7e puissance mondiale, se fasse ainsi sermonner dans un rapport annuel pays. Et ça a été le cas cette année. C'est-à-dire que le FMI a dit attention, là vous êtes sur une voie tellement budgétaire, tellement compliquée, que vous allez peut-être vous retrouver dans une situation, alors c'est pas, les pays sont pas cités, mais c'est ce que ça veut dire. C'est rarissime, à la grecque ou à l'italienne. Donc on est sur une pente budgétaire, on le sait depuis longtemps, mais c'est rare, encore une fois, que le Fonds monétaire international, dans un document officiel, mette en garde de cette façon la France. Je crois même que c'est la première fois. Rafik Smati, Oui, je crois que là où je partage pas totalement ce que vous dites, c'est que rarement les questions internationales et les questions internes n'ont été aussi imbriquées.
Prenez par exemple l'exemple du voyage du président de la République aux États-Unis, visite d'État. Regardez les enjeux en cours que vous connaissez bien avec les États-Unis, avec la nouvelle politique protectionniste qui est en train de mettre en place Biden, avec une vraie nécessité pour le coup d'aller sur place, d'être respecté puisque nous sommes dans une visite d'État, pour faire entendre notre voix et si possible influer sur ce qui va se passer, ce qui pourrait être dramatique pour l'industrie européenne et singulièrement pour l'industrie française. Mais vous avez et raison, c'est valable pour toutes les conférences internationales. Les rapports de force ne sont plus du tout à notre avantage. En réalité, où vous y allez, bon, si on y croit, avec une Europe unie et la puissance de l'Europe, où vous êtes la Chine et vous pouvez imposer des choses à Joe Biden, mais pardonnez-moi, j'ai du mal à penser que le voyage d'État d'Emmanuel Macron, à part quelques exemptions peut-être pour quelques industries qui seraient préservées, mais si Joe Biden et le Congrès ont décidé de mettre 354 milliards d'euros de subventions pour faire la transition énergétique et surtout pour protéger les entreprises américaines, voire pour obliger d'autres à se délocaliser. Pardonnez-moi, avec tout le respect qu'on lui doit, c'est pas le président de la République française qui fera changer l'administration américaine d'angle. Sauf que Joe Biden a besoin de la France. Et d'ailleurs, si il s'agit de la première visite d'État, parce qu'il n'a plus d'alliés européens depuis le Brexit et l'affaiblissement notable du Royaume-Uni, les États-Unis ont besoin d'un allié de référence sur le continent européen. Et aujourd'hui, cet allié, c'est la France. Et c'est la France qui a été choisie. Ce n'est pas un hasard si il s'agit de la première visite d'État sous Biden, il s'agit de la deuxième visite d'État de Emmanuel Macron aux États-Unis. C'est pas pour faire plaisir à Emmanuel Macron, c'est pas parce que Biden trouve Emmanuel Macron sympa. Ayons conscience de la portée d'une telle visite, et les Américains ne sont pas là, n'organisent pas des visites d'État tous les 3 mois pour faire plaisir à tel ou tel pays. Donc il y a un intérêt, et nous avons notre intérêt, et c'est une question de rapport de force. On va y revenir, je vous donnerai la parole, Jean-Luc, sur ce sujet dans un instant, et puis on parlera de la retraite à 65 ans, évidemment. À tout de suite. 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, avec Rafik Smati, Eric Revel, Brigitte Kuster et Jean-Luc Benamias. Vous vouliez réagir, Jean-Luc Benamias, à ce que disait Eric Revel, à savoir Emmanuel Macron est partout à l'étranger. Qu'est-ce que vous vouliez réagir à ça ? D'ailleurs, il y a un danger, Valérie, oui. C'est qu'à force d'être partout, on n'est nulle part. Il faut faire attention. Oui. Et puis sur le fait, donc, cette visite d'État aux États-Unis ce soir d'Emmanuel Macron qui part avec des patrons, d'ailleurs. Et vous n'êtes pas d'accord avec le fait que les États-Unis ont besoin de la France ? C'est-à-dire que je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Eric. Sur le fond, très bien, il bouge dans tous les sens. Il essaye d'exister dans un monde où la géopolitique mondiale a été bouleversée. J'apprends rien à personne en disant cela. C'est-à-dire que la Chine, bientôt l'Inde, la Russie comme d'habitude, joue un rôle extrêmement important. La France seule ne joue pas un rôle extrêmement important, même si elle est membre du Conseil de sécurité et qu'elle a qu'elle a la bombe nucléaire. Mais dans ce cadre-là, ça fait exister. Mais ça ne pèse, de mon point de vue, ça ne pèse en rien. Parce que oubliez par ailleurs qu'au niveau de l'Europe, un autre pays joue un rôle extrêmement important en dehors de l'Angleterre, mais il y a eu le Brexit. Bon, l'Allemagne joue un rôle aussi extrêmement important au niveau commercial, au niveau relations internationales. En tous les cas, aussi important que la France. Et ça n'est pas grave en soi. Voilà. Donc tout ça fait beaucoup bouger. Ça fait parler, d'ailleurs, la preuve, on en parle. Mais je ne suis pas sûr que les États-Unis et M. Biden soient si intéressés que ça. Globalement, le regret qu'on peut avoir, c'est qu'un certain nombre de pays européens, je dis bien un certain nombre et pas de l'ensemble des pays de l'Union européenne, ne jouent pas assez collectif pour peser dans la nouvelle géopolitique mondiale. Alors, Rafik Smati, je ne sais pas si vous voulez réagir. Brigitte, non, on va avancer, puis peut-être que vous... Rafik, sur votre coup de gueule, vous qui rejoint un petit peu notre sujet. Alors non, c'est pas un coup de gueule. Non, c'est un coup de cœur, pardon. C'est un coup de cœur. Bon, il y a beaucoup de choses qui vont mal et je ne vais pas les égrener avec vous, on les connaît tous, et notamment d'un point de vue économique. On a un déficit commercial qui est abyssal et qui se creuse d'année en année. Bon, on a un endettement qui se creuse, etc. Sauf que il faut parfois accepter de voir les verres à moitié pleins.
Le fait est que la France a historiquement un retard par rapport à ses voisins, l'Italie, l'Allemagne, avec beaucoup moins d'entreprises exportatrices. Eh bien, l'année dernière, sur les 9 premiers mois de l'année, les exportations françaises ont augmenté de 20%. Mais surtout, le plus intéressant, et c'est cet indicateur que moi je regarde, c'est que le nombre d'entreprises PME françaises exportatrices est passé de 130 000 à 140 000. Alors, on est encore loin des Italiens qui sont à peu près à 200 000 ou des Allemands qui sont à 300 000, mais de notre capacité à exporter dépend notre capacité à pouvoir créer des entreprises de taille intermédiaire. Et les entreprises de taille intermédiaire, c'est aujourd'hui le chaînon manquant du capitalisme français, où on est très bon sur les grandes multinationales, où on est très bon sur la création d'entreprises, mais on est mauvais sur ce chaînon des entreprises à taille intermédiaire. Et le fait de voir que nous avons de plus en plus d'entrepreneurs qui se bougent, qui se battent, qui exportent, c'est quelque chose de très positif que nous devons regarder en face. Et puis ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est que finalement un certain nombre de réformes qui ont été faites, qui n'ont pas fait la une des journaux, je parle de la baisse des impôts de production, la réforme de l'apprentissage ou la réforme du droit du travail il y a quelques années, eh bien finalement ce ne sont pas des réformes, c'est pas le grand soir de la réforme, mais c'est l'air de rien des petites réformes qui ont contribué à faire en sorte que l'industrie française devient progressivement, et il y a encore beaucoup de travail à faire, je suis d'accord avec vous, j'anticipe les contre-arguments éventuels, mais il y a évidemment beaucoup à faire, mais nous sommes sur une pente qui est positive, et il faut le dire, il y a une énergie en France aujourd'hui. Vous savez, justement, est-ce que l'énergie ne va pas freiner, la crise de l'énergie ne va pas freiner toute cette dynamique? Mais évidemment, c'est difficile. Il y a évidemment, beaucoup de boîtes qui vont devoir fermer ou qui vont avoir des problèmes de production colossaux. Il est probable que l'ensemble de l'Union européenne sera en récession l'année prochaine, mais il est probable aussi, et c'est le FMI qui le dit, que la France sera moins en récession que tous les autres. Nous sommes ceux qui avons le taux d'inflation le plus bas que les autres. Donc moi je pense que toutes les conditions sont réunies. Si la crise ne devait pas durer éternellement, toutes les conditions sont réunies pour que la France puisse rafler la mise dans l'hypothèse d'une reprise rapide, parce que les entreprises françaises sont prêtes et parce que les chefs d'entreprise, et je parle en connaissance de cause, ont malgré toute cette tempête, ont le moral. Et ça c'est très important, parce que quand on a confiance en l'avenir et quand on est face à l'adversité, et on n'a pas peur de l'adversité quand on est chef d'entreprise, eh bien on est prêt à rentrer dans la bataille de cette 4e révolution industrielle qui va tout révolutionner et dans laquelle la France a un rôle à jouer et l'industrie française a un rôle majeur à jouer. Bon, je vous fais pas réagir parce qu'il faut qu'on avance et qu'on a beaucoup de sujets. Brigitte Kuster, vous vouliez revenir sur la proposition de loi hier anti-squatter à l'Assemblée. Oui, je voulais aussi revenir sur le coup de gueule nocturne de monsieur Dupond-Moretti qui d'un seul coup se drape d'une exigence par rapport à LFI qui était pour le moins surprenante. Parce que, vous voulez qu'on l'écoute peut-être? Parce que moi ça m'a échappé, je ne l'ai pas entendu. Donc on va l'écouter. On va l'écouter. Ce que je note une fois encore, c'est que vous êtes dans l'idéologie la plus dogmatique qui soit. La grandeur d'âme, l'abbé Pierre qui devient votre référence. Moi j'aimerais bien voir, si on venait investir votre domicile, vous voyez, que vous rentriez chez vous, qu'avec votre clé vous ne puissiez plus rentrer, on vous entendrait. Non, ça vaut pas pour les logements sociaux, madame la députée, ça vaut pour tout le reste. Ouais. Alors, voyez-vous, lorsque j'étais députée, ce thème des squatteurs, nous avions beaucoup amendé une loi en 2020 où nous portions d'ailleurs pratiquement le contenu de cette proposition de loi qui est portée aujourd'hui par Renaissance. Mais à l'époque, M. Dupond-Moretti disait l'inverse. Donc on était les méchants à l'époque, qui défendions les propriétaires. Alors cette politique à géométrie variable que je ne supporte pas, moi je voudrais en même temps saluer que là il y a un travail constructif puisqu'il y a une vingtaine de propositions de loi qui avaient été déposées pour défendre justement le droit de propriété et que là il y a eu un travail qui a pu être fait avec des amendements qui ont été repris mais qui ne sont pas encore satisfaisants. Donc on a entendu M. Dupond-Moretti, il y avait longtemps qu'on l'avait pas entendu et c'est ça que je pointais du doigt, c'est qu'on a un garde des Sceaux qui est complètement absent à l'heure actuelle. Et c'est par rapport à ce qui se passe en France, à l'insécurité grandissante certes d'un côté, mais au laxisme, et c'est peu de le dire parce que les chiffres sont là pour le prouver, sur le manque de suivi des peines appliquées. Et bien donc je voulais pointer du doigt ce dysfonctionnement du ministère de la Justice et de ce monsieur Dupond-Moretti à double visage. C'est vrai qu'on voit tous les jours aujourd'hui des séries, des faits divers dramatiques
qui sont effectués par des hommes sous OQTF. Et encore cette histoire abominable d'une femme violée dans un EHPAD par un homme. Oui, Et hier, il y avait un Roumain aussi qui a été expulsé, qui est revenu en France. Donc on est dans une impuissance totale face à ça. En fait, il y a toujours aussi en même temps d'un discours de droite tenu par M. Darmanin et d'un discours de gauche par M. Dupond-Moretti. Mais encore une fois, M. Dupond-Moretti, garde des Sceaux, a disparu du paysage politique français et ne porte pas assez ce que les Français attendent, c'est-à-dire qu'il y ait une application des peines prononcées. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, ce qui n'est pas pour, vous le savez très bien, arranger la situation de la délinquance au quotidien. Un mot sur l'intervention d'Éric Dupond-Moretti. Oui, ça fait du bien de réentendre la douce voix d'Éric Dupond-Moretti à l'Assemblée nationale, parce que c'est vrai qu'on l'a pas du tout entendu sur la séquence Ocean Viking, par exemple, et le fiasco du manque de juges des libertés pour traiter les dossiers de ces 234 migrants qui arrivaient de loin. Donc ça fait du bien de savoir que le garde des Sceaux est encore là, mais je pense que la faute originelle de la nomination de M. Dupond-Moretti ne dépend pas de son talent de pénaliste, elle dépend du fait qu'il est avocat et qu'il a été et qu'il peut pas être juge et partie en permanence. Donc il est sans arrêt gêné aux entournures sur plein de dossiers. Il est poursuivi d'ailleurs par les magistrats, je vous le rappelle. Donc il est dans une situation périlleuse, instable. Alors c'est vrai qu'il aura obtenu quand même des augmentations fortes du budget de la justice. C'est indéniable. Là aussi, il y aura une inertie, parce que ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais oui, c'est vrai, on a l'impression qu'il est aux abonnés absents, ou qu'au-delà des effets de manche, où parfois il confond l'Assemblée nationale et un prétoire, il est pas dans le débat. Il est pas dans le débat le plus souvent. Parce que souvent en position d'accusé avec lui. Quand vous êtes parlementaire, c'est assez terrible. Vous êtes accusé. C'est-à-dire que à l'époque, quand il y avait cette majorité pléthorique d'En Marche, il n'y avait même pas de discussion possible. C'est pour ça que là, je salue au moins le travail qui a été fait hier, qui est un travail constructif, puisqu'on ne peut plus se passer maintenant quand même accessoirement des Républicains. Ce qu'il faudrait quand même aussi souligner. Rafik Smati, sur ce sujet. Non, j'ai rien de plus à ajouter, si ce n'est que l'une des raisons pour lesquelles les Français aujourd'hui défient la politique, c'est l'inconstance. Et c'est vrai que c'est toujours, même si je suis 100% d'accord avec ce qu'a dit Éric Dupond-Moretti hier, 100%, mais c'est toujours agaçant de voir finalement une parole, on en parlait tout à l'heure, sur les transports urbains, sur les RER, sur le train, etc. Il est très agaçant de voir ce qu'on a pu considérer, nous, comme étant une vérité permanente, être considéré comme étant dans l'erreur il y a quelques années et être dans le vrai aujourd'hui. Voilà, sinon, sur le reste, je trouve que l'attitude de la France insoumise, qui a cherché à faire obstruction dans ce débat, parfois en donnant le sentiment de défendre les squatteurs, dénote d'un renversement des valeurs qui est tellement représentatif de ce que ce mouvement aujourd'hui apporte au débat politique français, c'est-à-dire beaucoup de nuisances. Alors je vous donne la parole, Jean-Luc, dans un instant, 9h28 sur Sud Radio, vous pourrez réagir à cette proposition de loi anti-squatter. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. On est ensemble jusqu'à 10h pour commenter l'actualité. Alors Jean-Luc, j'allais encore vous appeler Jean-Luc Mélenchon, décidément. Jean-Luc Benamias. Il y a pire, il y a pire. Jean-Luc Benamias, donc sur cette proposition de loi anti-squatter et puis sur ce qu'évoquait Brigitte Kuster, à savoir, c'est vrai, un auditeur me dit, mais si, il est toujours là à l'Assemblée nationale, il a répondu sur Ocean Viking. Et Ocean Viking, c'est plutôt Gérald Darmanin qui a dû s'en dépêtrer tout seul. Alors, qu'est-ce que vous vouliez nous dire ? Je voulais vous dire qu'on mélange tout. Bien évidemment que la lutte contre les marchands de sommeil est une lutte indispensable. Mais c'est pas le sujet. Mais c'est pas le sujet, c'est pas des squatteurs. C'est le sujet. Non. Car ce sont des gens qui squattent de manière organisée, qui offrent des logements, entre guillemets, offrent des logements. Et on mélange tout, pourquoi ? Parce que, après, il y a le travail que fait Emmaüs, d'essayer, Emmaüs ou Droit au logement ou d'autres associations, qui n'a strictement rien à voir. On n'est pas en train d'offrir des logements. Mais c'est vous qui mélangez tout, Jean-Luc. Non, pas du tout. La loi ne dit pourquoi dans ces cas-là, Emmaüs proteste et le droit au logement et d'autres associations protestent contre cette loi proposée aujourd'hui. Par idéologie, ce que répond Éric Dupond-Moretti ?
Pardon ? Mais parce que quand vous habitez, que quelqu'un vient chez vous et se met à la place, ça n'a aucun rapport avec Emmaüs. Et ça n'a rien à voir avec le droit au logement. C'est le droit à la propriété qui, grâce à cette proposition de loi, va être considéré comme un vol. À partir du moment où vous êtes chez quelqu'un, oui, c'est que vous prenez son appartement, sa maison, c'est un vol. Oui, donc ça n'a aucun rapport avec Emmaüs. Et la loi Dallot est là pour justement accompagir les personnes en grande difficulté et non pas de préempter des appartements habités ou de gens qui n'ont pas souhaité les libérer à cette heure. Alors, allez-y, Jean-Luc. Brigitte, vous le savez très bien, malheureusement, la loi Dallot n'est pas suivie des faits. Sinon, des grandes associations comme Emmaüs, toutes sensibilités confondues, ou des associations s'occupant du droit au logement, ne seraient pas en train de dire « mettons réellement en place la loi Dallot ». C'est pour ça que je dis qu'il y a un mélange il y a confusion entre ce qui existe vraiment dans différents quartiers où des gangs, des bandes organisées qu'on appelle des marchands de sommeil utilisent la pauvreté, utilisent des locaux vides pour les squatter de manière absolument scandaleuse, et d'autres personnes qui essayent de loger les personnes dans le besoin parce que tout d'un coup elles vivent dans la rue. On n'invente rien, je n'invente rien par rapport à cela. Toutes les villes de France sont remplies de gens qui vivent dans la rue. Oui. Mais c'est la question qui est posée, je crois, par cette proposition de loi, c'est celle de squatteurs, de gens qui s'installent chez des gens sans aucun titre, sans aucune légitimité. Et vous avez vu ces cas dramatiques de petits propriétaires qui n'arrivent pas à récupérer leur logement. Ça ne m'a pas échappé, mais par rapport à la problématique de gens qui ne sont pas logés, qui ne trouvent pas de logement, ces histoires de personnes, individus qui se font squatter, c'est scandaleux, et je le répète, c'est totalement scandaleux et totalement inacceptable, n'est pas mélangeable avec le fait qu'on a besoin de loger des milliers, des dizaines de personnes. Ça c'est sûr. Oui, mais ce qu'il y a, Monsieur Benamias, de pernicieux dans ce que vous dites, c'est que vos propos laissent à penser que finalement, parce qu'il y a un problème de logement en France qui est réel et qui est un scandale par ailleurs, eh bien cela ne justifie pas de protéger les petits propriétaires. Je crois que ce sont... J'ai pas dit le contraire. Oui, mais ce sont deux sujets qui sont complètement différents. Là, la loi dont il s'agit, c'est de protéger les propriétaires, et singulièrement les petits propriétaires qui parfois sont dans des situations inextricables. Et il y a un autre débat à avoir sur le mal logement en France, mais ce sont deux sujets différents. Les mélanger, c'est les amalgamer, c'est rajouter de la confusion. Et je crois que le débat démocratique n'en a pas besoin en ce moment. Oui, absolument. Cette image que je vous encourage à aller voir sur les réseaux sociaux, ce matin sur CNews, une femme était interrogée à la sortie du métro et on la voit qui touche son manteau, qui retire son manteau et tombe dans son sac un rat. C'est-à-dire que le maire du 17e, Geoffroy Boulard, que vous connaissez bien, Brigitte Cussert, se bat contre les rats. C'est pas un phénomène parisien. Il y a même une application qui a été créée, Signale ton rat, avec une cartographie. Et il y a aussi des bénévoles. Signale ton rat. Oui, il y a une application dans le 17e. Et il y a même des bénévoles qui vont mettre des pièges, particulièrement dans les parcs et jardins. C'est endémique. Puisque vous avez carrément maintenant même des rats qui sont entre les enfants quand ils jouent dans les squares. Donc il a été empêché maintenant que on puisse continuer à mettre les Jeux Olympiques. Qu'on puisse mettre les goûters, parce que les rats carrément arrivaient à se mettre comme dans un dessin animé sur les pattes arrière et à attraper les sacs poubelles et les déchets des goûters des enfants. Donc il y a beaucoup de travaux à Paris, donc on peut aussi justifier qu'ils sortent de terre, mais on dit aussi qu'il y a plus de rats que d'habitants maintenant à Paris, ce qui est quand même bienvenu chez nous. Dans toutes les villes de France, c'est le cas à Marseille aussi. C'est pas qu'à Marseille, dans toutes les villes de France. Chacun sait qu'il y a autant de rats que d'êtres humains. C'est pour ça qu'il faut prendre en effet des mesures et saluer ici en effet l'initiative qui a été prise par la mairie du 7e à travers son maire Geoffroy Boulard. Oui, allez voir cette image, elle est assez saisissante. Juste, j'ai un peu l'esprit d'escalier quand on parlait des RER, mais commençons aussi par rendre accessible, parce que c'est les Jeux Olympiques qui m'y font penser, aux personnes handicapées. On en parlait avec Dominique Farrugia la semaine dernière. C'est impossible aujourd'hui pour un grand nombre d'handicapés, de personnes en situation de handicap, de prendre les transports en commun, d'accéder à des tribunaux, où on en est de l'accessibilité des personnes handicapées. Non seulement c'est pas accessible pour les personnes à mobilité réduite, bien souvent, les grands centres métropoles, mais si vous regardez Paris, pour ne parler que de Paris, c'est même compliqué pour quelqu'un qui est valide, en fait, de déambuler sur les trottoirs, d'éviter les trous, donc si vous voulez, non mais ça devient un truc. Je vais employer une formule macroniste pour une fois, qui va globaliser tout ça.
ce pays est cul par-dessus tête. Vous voyez, la cul par-dessus tête, c'est une formule du président de la République. Voilà, quand on voit parlons de Paris, mais c'est des grandes métropoles. On est atterré quand même. On est atterré. Pour le coup, c'est Anne Hidalgo calcule par-dessus tête, parce qu'à Paris, c'est... Très bien. Mais si vous voulez, le citoyen moyen, finalement, il peut se concentrer sur ce que fait Madame Hidalgo. Mais globalement, regardez le nombre, et pas que... Le nombre de Parisiens qui quittent la capitale chaque année. 8 000 familles, là, bien sûr. On ferme des classes en ce moment. Oui, on ferme des classes. On pensait que c'était réservé aux petites communes du fin fond de la Corrèze, mais pas du tout. Paris ferme des classes. Beaucoup d'arrondissements, bien sûr. Là, nous, oui, c'est ça le chiffre. Oui, il y a peut-être une question au prix du foncier, quand même, quelque part. Non, pas que. Paris est abîmé. Paris a été abîmé, l'espace public. Enfin, on a un sujet sur les trottinettes. On peut en parler, mais c'est parce que ça concerne l'ensemble de la France, mais la sécurité routière veut donc définir légalement le trottoir comme un espace exclusivement dédié aux piétons. Formidable. Faisons appliquer des génial, la loi. Quelle invention. C'est super. Non, mais enfin, si je peux parler en tout cas sur Paris, et c'est sûrement partout pareil, c'est que l'incivisme, c'est idiot de le dire, mais je suis obligée de le rappeler, il est grandissant. Bien sûr. Bien évidemment, déjà au départ, on ne circule pas sur les trottoirs en trottinette. Et ça existe. Donc, il y a des mesures qui vont être prises pour interdire, et c'est tant mieux. Vous avez quand même encore, à l'heure actuelle, des parents qui circulent avec l'enfant sur la trottinette pour les emmener à l'école. Vous avez des adolescents qui sont à 2 ou 3 sur la trottinette. Ce qui vient d'être décidé, c'est que maintenant, vous devez être adulte. Donc, petit à petit... Qui va les verbaliser? Voilà. Alors après, le problème est là, c'est que cette fameuse, entre autres, je parle sur Paris, en tout cas, la police municipale est aux abonnés absents, puisqu'il n'y a pas assez évidemment de personnes à l'heure actuelle. Sur le 17e, on doit être un effectif de 60 personnes, bien loin de ce qui est nécessaire pour un arrondissement. Je donne des exemples précis de 170 000 habitants. Et donc sur les trottinettes, c'est ce que vous disiez, Monsieur Revel, c'est que c'est Paris, c'est une succession de chantiers, de trous, d'incivisme, de vélos. Maintenant, un vélo qui s'arrête à un feu, vous le regardez avec les yeux ronds. C'est-à-dire que tout le monde fait ce qu'il a envie de faire. Les contresens cyclables font que tout le monde, même les motos, prennent des contresens. C'est-à-dire que maintenant, vous avez quand même sur Paris 22 morts. En 2021, 22 morts à cause des trottinettes. Et je regardais d'autres chiffres. Le Havre, 3 accidents par jour en moyenne au Havre. Une ville qui normalement pourrait être... Bon, donc il y a nécessité de légiférer, ça c'est une évidence, et puis aussi de responsabiliser. Et quand on les voit partir sur les trottoirs, il y a beaucoup de chutes à Paris. Oui, beaucoup, énormément. Des trottinettes. Énormément. On va parler de la réforme des retraites. Ce matin, ce sont nos confrères d'RTL qui annoncent qui disent savoir qu'Elisabeth Borne présentera le texte aux Français autour du 15 décembre, avant d'être examiné au Parlement en début d'année. Rafik Mathis, c'est une bonne chose ? Alors d'abord, simplement pour poser le débat, quand on parle des retraites... C'est passé de 62 à 65 ans. Exactement, mais on parle de quelque chose qui représente pas loin de 14% du produit intérieur brut. En termes de dépenses publiques, et en particulier de dépenses sociales, c'est le premier poste aujourd'hui. Donc, on peut faire des économies dans plein d'endroits. Vous avez dans la retraite, dans l'assurance chômage et dans l'assurance maladie, des budgets qui sont faramineux. Donc l'enjeu, effectivement, c'est de remettre ce système à l'équilibre et qu'il soit pérenne. Moi, je considère que la bonne réforme des retraites, vous allez voir dans quel état d'esprit je suis. La bonne réforme des retraites n'est pas celle-ci. Une bonne réforme des retraites, c'est une réforme des retraites qui mettrait plus de capitalisation, qui mettrait plus de liberté, qui permettrait de se constituer une retraite sur mesure, qui n'aurait pas peur de faire ce que font d'autres voisins européens ou américains et investir dans des marchés actions. Ça ne vous garantit pas une retraite qui va dans le mur, bien au contraire. Mais on ne s'achemine pas vers ça, j'en prends acte, mais pour autant j'ai envie que les choses bougent. Donc je suis prêt à prendre la réforme que nous propose le gouvernement,
à en débattre le moins longtemps possible, parce que je n'ai pas envie que le débat cristallise sur une réforme qui n'est pas la réforme du siècle. Je crois que la France a beaucoup de sujets en ce moment qui sont sur le feu et qui méritent notre attention. Une réforme quand même qui a du mal à passer. J'ose espérer que les syndicats feront preuve de responsabilité. Alors si c'est pas 65 et si c'est 64, si c'est un paramétrage de la réforme Touraine, là on est dans de la tuyauterie, à la limite peu importe. Alors, mais il est essentiel de réformer les retraites. Je regrette que ça soit pas plus ambitieux, mais prenons les choses telles qu'elles sont. Alors on va marquer une toute petite pause et puis on va continuer de commenter ce sujet. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. On parlait de la réforme des retraites. Donc le gouvernement veut donc repousser l'âge de départ à 65 ans et Elisabeth Borne présentera apparemment ce texte autour du 15 décembre. Ça tombe pendant les vacances scolaires et il sera examiné au Parlement en début d'année. Éric Revel, c'est... Plusieurs choses. D'abord, je partage pas la vision de M. Smaty sur les retraites. C'est pas une dépense, M. Smaty. Notamment pour les salariés du privé, sont leurs cotisations qu'ils ont mis dans des régimes complémentaires qu'on appelle la GIRC-ARCO, dont d'ailleurs le stock et le flux financier vont être captés sans doute par l'URSSAF, avec un hold-up magistral. Donc en fait, c'est la cotisation des salariés du privé. Alors, où je partage un point avec vous, et là, c'est transcourant politique, puisque il y a bien longtemps, un professeur d'économie qui s'appelait Dominique Strauss-Kahn, et un autre professeur d'économie qui s'appelait André Babot, qui était président du CREDOC, avait écrit un livre qui s'appelait La richesse des Français, livre dans lequel Dominique Strauss-Kahn disait il faudrait quand même penser un peu à la capitalisation qui pourrait aider la répartition. Bon, nous, on est trop loin de ce débat en France, c'est tellement tabou. Bon, je resignale toujours quand même au passage que les seuls qui bénéficiaient de la capitalisation en France, ce sont les fonctionnaires avec la Préfond. Avec la Préfond, il faut quand même toujours le rappeler, parce que eux, ils ont le droit à la capitalisation. Bon, maintenant, le sujet de l'allongement du départ à la retraite, c'est un sujet qui est, à mon avis, emblématique pour Emmanuel Macron. C'est un peu la mère des réformes pour lui. Il y tient comme à son dernier cheveu. Vous voyez, enfin, on sent que c'est quelque chose bien loupé, sur lequel. Alors voilà, maintenant, attention, on est dans une situation sociale, économique compliquée. Attention que ce ne soit pas l'étincelle qui fasse descendre les gens dans la rue. Rien, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Jean-Luc Benamias. Je l'ai déjà dit sur cette antenne. Le fait que l'ensemble des formations syndicales de salariés, qu'elles soient dites réformistes ou qu'elles soient dites plus radicales, l'ensemble des formations, la CFTC, la CFDT, l'UNSA, la CGC, syndicats dits réformistes, sont totalement contre et sont prêtes depuis très longtemps à discuter avec le gouvernement. Il n'y a plus de discussion. On veut passer en force. Eh bien, passer en force, il y a un risque, effectivement, dans une société où, quand on regarde les sondages, ce sont les plus de 65 ans qui sont pour cette réforme. Ça ne les touche pas. Alors, tout va bien. Tous les moins de 65 ans, une grande majorité des Français sont contre cette réforme telle qu'elle est proposée. Qu'on trouve des solutions, oui, mais on ne peut pas se passer de négociations avec l'ensemble des corps intermédiaires existants dans ce pays. Si on continue comme ça, effectivement, on verra un nouveau mouvement, qui s'appellera peut-être pas les Gilets jaunes, mais autre chose, qui fera que la France deviendra à ce niveau-là totalement ingouvernable par rapport à la répartition financière entre les classes moyennes supérieures, les classes moyennes et le monde de la pauvreté. Et on est dans ce cadre-là. Passer en force, moi je veux bien, ça ne réglera strictement rien. Juste un petit mot, très rapidement. La question de la GIRC-ARCO qu'avait soulevé Sophie Menton, qui est un vrai sujet. Je rappelle qu'il y a 60 milliards d'euros de trésorerie, 80 milliards de flux gérés chaque année. L'intégralité devrait être sous gestion de l'URSSAF, qui a jamais brillé. Mais surtout au passage, puisque Jean-Luc Benamias parlait de négociation. Pour la négociation, il faut un paritarisme. Il y a un endroit où le paritarisme marche super bien, c'est précisément dans les régimes complémentaires à GIRC-ARCO. Et non seulement le gouvernement veut mettre la main sur le magot, sur la cassette, mais en plus, en dépit des promesses d'Emmanuel Macron qui avait reconnu qu'il avait plus ou moins bien traité les corps constitués, les syndicats pendant son premier quinquennat, et qu'il ferait mieux pendant le deuxième, en fait, en
détruisant la trésorerie au profit d'URSSAF de la GERCARCO, il met aussi à mal le paritarisme qui fonctionne extrêmement bien à la GERCARCO et qui a été capable, le 1er novembre dernier, sur ordre du gouvernement, d'augmenter les retraites de 5,12%. Donc, non seulement il y a un sujet financier, mais il y a un sujet de comment négocier alors qu'on essaie de tailler en pièces le paritarisme. C'est que ça. La négociation, elle doit obligatoirement reprendre parce qu'il y a eu cet échec flagrant, rappelez-vous, avec le ministre Delevoye sous le précédent quinquennat, avec à l'époque des concertations. Mais entre-temps, le président Macron a changé, si je puis dire, son fusil d'épaule, puisque maintenant, il est bien sur l'allongement de l'âge légal de la retraite. À l'heure actuelle, je rappelle, 62 ans, 167 trimestres. Là, on va vers 64-65 ans. Bon, cette discussion, à l'heure actuelle, elle ne fait pas l'objet, enfin, on n'a pas entendu récemment de nouvelles concertations avec les syndicats, les corps intermédiaires. Donc, si c'est pour annoncer que c'est dans une semaine que ça passe au Parlement, c'est trop court. Mais on revient de loin, puisqu'il devait y avoir au départ un amendement dans le cadre du projet de loi de finances qui vient d'être évoqué à l'Assemblée. Donc, il y a eu un premier recul, et en même temps, c'est une réforme majeure pour le président Macron. Il l'a annoncé haut et fort. C'est à peu près la seule qu'on avait pu repérer, d'ailleurs, pendant cette campagne électorale. Donc, il est obligé de la faire. Et ça peut être, en effet, l'étincelle qui fait que dans ce pays qui, en ce moment, vit de grandes difficultés, très, très mal vécu. C'est un risque majeur, il faut le reconnaître. Ce que j'ai un petit peu de mal à comprendre très naïvement, c'est qu'on nous parle de cette réforme de retraite, de la difficulté de faire passer. Et là, on nous dit ce sera le 15 décembre. Oui. Donc d'un seul coup, il n'y a plus de problème, il n'y a plus rien, on va passer avec le 49.3 et ce sera... En plein hiver, non, c'est... Non, mais simplement, Trafic, un dernier mot sur ce sujet. J'entends un certain nombre de mots, passage en force, etc. Faut juste rappeler quelque chose, c'est que, autant ça n'a pas été le cas dans le premier quinquennat, mais dans le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, la retraite à 65 ans faisait partie de sa plateforme programmatique. Donc, je veux bien qu'on négocie, qu'on passe en force ou quoi que ce soit. Il y a carte sur table, on est dans une démocratie, que le programme soit appliqué, et surtout, et je le répète, parce que pour moi c'est fondamental qu'on n'en fasse pas un enjeu qui va mobiliser le débat public pendant 6 mois, parce que ça ferait beaucoup de mal à la France par les temps qui courent. En plus, on en a besoin. Nous, chez les Républicains, c'est aussi les propositions que nous avions faites sur cet allongement. Donc, il faut être en responsabilité et de ne pas mettre d'huile sur le feu. Il faut accompagner cette réforme et être responsable. Que ce soit 64 ans, 65 ans, c'est majeur. Donc, elle doit se faire dans les 6 mois, ça c'est sûr. Ouais. Jean-Luc Benamias. Ce qui fait du mal à la France, c'est que je n'invente rien. Un certain nombre de personnes au-delà de 55 ans sont licenciées ou mis de côté. Bien sûr. Que c'est bien le problème dans ce cadre-là, mais tout le monde le sait autour de cette table, qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont mis de côté à 55 ans? Parce que, évidemment, ils coûtent plus cher au niveau salarial, ils coûtent plus cher au niveau cotisation, et qu'est-ce qu'on en fait? Et en même temps, on réduit les allégations de chômage. Mais Jean-Luc Benamias, vous avez raison, ce que les experts appellent l'employabilité des seniors est un problème dans ce pays, mais il faut quand même noter une chose, parce qu'il faut le dire, dans le classement de l'OCDE, on était extrêmement mal placé. On virait, comme vous le dites, les seniors à 55, voire même avant. Et en fait, on remonte dans ce classement, c'est-à-dire qu'on traite un peu mieux les seniors. Et il y a peut-être une fenêtre d'opportunité pour l'employabilité des seniors, parce que quand vous avez des secteurs sous tension de main-d'œuvre qui ont du mal à recruter des jeunes, eh bien, ils regardent, et c'est un effet d'opportunité, je suis d'accord, à 2 fois pour virer leur vieille troupe, passez-moi l'expression. Donc en fait, l'employabilité des seniors, grâce à cette conjoncture et grâce aussi à des mesures mises en place, nous permet de remonter un peu dans le classement de l'OCDE, alors qu'on était au fond, de la barrique. Et si la loi, passée, je parle que déjà sur le prolongement de l'âge de la retraite, ça a été estimé à 240 000 emplois, c'est-à-dire donc une force de travail supplémentaire avec des points supplémentaires qui ont été calculés au niveau budgétaire, mais sur ça, il y a aussi les discussions qui n'ont peut-être pas encore abouti. C'est sur est-ce qu'on supprime les régimes spéciaux? C'est quand même aussi des sujets qui seront dans le contenu de la loi que l'on n'a pas à l'heure actuelle. Il y a juste l'histoire du prolongement de l'âge de la retraite. On n'a pas les régimes spéciaux, on n'a pas pour les femmes qui n'ont pas travaillé, pour la pénibilité. Tous ces sujets-là, à l'heure actuelle, on ne sait pas ce qu'il y a dans la loi. Donc voyons mais elle ne peut pas passer comme ça, c'est sûr, en 10 jours. Quelques mots sur Caroline Cayeux, donc ministre déléguée des collectivités
collectivité territoriale, il nous reste à peine une minute, qui a démissionné hier pour une divergence avec la haute autorité pour la transparence de la vie publique. En cause, visiblement, c'est un immeuble dans le 16e arrondissement. Elle aurait un hôtel particulier qu'elle a sous-évalué. Donc, elle risque de se faire rattraper par cette haute autorité. C'est quand même la 11e ministre qui démissionne pour affaire La République exemplaire. On en parlait tout à l'heure. Oui. Bon, moi, je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt. Caroline Cayeux, a fauté. La haute autorité l'a pointé du doigt. Elle démissionne. D'autres, en effet, pourraient démissionner au sein de ce gouvernement, puisque ce gouvernement exemplaire, la probité, qui avait été, avec cette très belle phrase du président Macron, le principal danger pour la démocratie est la persistance de manquements à la probité parmi les responsables politiques, il avait complètement raison. Le problème, c'est que quand on annonce qu'on va laver blanc, il faut laver encore plus blanc que les autres. Et là, tous les quinquennats précédents, tout le monde, les affaires, on en a vu, et on n'en peut plus. Et on n'en peut plus, mais on n'en peut plus. Là, il y a une quarantaine de dossiers en cours en ce moment, des proches du président de la République, de son propre cabinet, des prises illégales d'intérêt, de ministres, de parlementaires. Et je voudrais repointer du doigt quand même que c'est la première fois sous la Ve République que le garde des Sceaux lui-même est quand même mis en examen. Bon. Il y a des sujets beaucoup plus lourds et il y en a un autre aussi que je veux aussi pointer du doigt sur c'est le cumul des mandats, puisque au sein même de ce gouvernement, puisque c'est quand même aussi cette fameuse République exemplaire, eh bien vous avez le ministre des Armées qui est aussi président d'un département de l'Eure. Ça, c'est autorisé ? Eh bien non, c'est justement, la loi n'est pas respectée, comme à l'époque M. Darmanin avait réussi à rester maire de Tourcoing. Eh bien non, donc une fois de plus, la loi n'est pas respectée par les propres politiques eux-mêmes, donc ça n'est pas acceptable. La démission de Caroline Cayeux ? Écoutez, j'ai pas d'avis sur l'affaire en cours. En revanche, j'ai été beaucoup plus choqué par les propos qu'elle a sortis il y a quelques semaines qui sont, de mon point de vue, clairement homophobes, qui abîment ce que doit représenter un ministre. Là, sur l'affaire en cours, l'argent, c'est grave, l'homophobie, c'est pas grave, c'est ça en gros ? Non, c'est pas ça. Là, je n'ai pas connaissance du dossier. Là, ce qu'elle a dit, en l'occurrence, sa déclaration, elle est publique, donc je peux juger sa déclaration de l'époque. Là, je peux pas juger le dossier en cours. Sur, la déclaration est publique aussi pour les gains et les revenus des Jean-Luc Benamias, députés et ministres. Oui, mais vous ne connaissez pas, tout comme moi, la valeur réelle de son bien, donc je veux bien qu'on fantasme. Je suis d'accord. Mais ce qui est fou, c'est que ce soit encore 6 mois après la nomination d'un gouvernement que normalement les ministres doivent être passés au scanner en priorité. La haute autorité voire même avant leur nomination. Bien sûr, mais oui, bien sûr, avant leur nomination. Et là, on découvre que la haute autorité va rendre son avis dans quelques jours. Elle anticipe, elle démissionne, mais ça ne devrait plus être possible. Et il risque d'y avoir un effet stressant, c'est-à-dire qu'on va. Non, mais je me dis surtout, il faut avoir une passion folle pour la politique, pour se lancer en politique quand vous avez 25 ou 30 ans aujourd'hui. Enfin, par rapport à une carrière que vous pouvez faire dans le privé, ce que vous pouvez gagner. Alors d'accord, l'intérêt de la République, cheville au corps, je veux bien tout ça, mais quel jeune talent maintenant a envie de se faire passer au scalpel. Regardez ce qui se passe pour les maires. Et le risque, un maire sur deux n'a plus envie de se représenter, je crois. C'est ça. Pour d'autres raisons. Le risque, c'est qu'on attire que les médiocres en politique. Merci à tous les quatre. Dans un instant, l'émission Média, on reçoit Jamie Gourmaud. À tout de suite.